Parfois, le destin s'écrit dans le silence d'un regard, dans l'arrêt brutal d'un souffle ou dans le hurlement d'un cœur qui perçoit ce que le monde refuse encore de voir. Et si, au milieu de la foule, un simple chien devenait le seul rempart entre l'équilibre fragile de nos vies et le chaos qui guette dans l'ombre? À quoi tient le sort d'un aéroport entier, d'innocents voyageurs, d'un enfant à naître? Que se cache-t-il derrière les gestes tremblants d'une femme perdue, les aboiements rauques d'un animal en alerte ou la certitude inébranlable d'un agent prêt à tout risquer? Ce jour-là, à l'aube d'une matinée sans éclat, parmi les couloirs impersonnels de l'aéroport d'Orly, une histoire allait naître. Une histoire faite de tensions, de larmes, d'humanité et d'un instinct que rien ne peut corrompre. Cette histoire porte un nom, un seul, celui de Bruno. L'aéroport bourdonnait comme une ruche nerveuse. Les haut-parleurs diffusaient des annonces impersonnelles. Les valises roulaient sur les dalles froides et les visages pressés s'effaçaient dans un ballet anonyme. François Leroy, agent de sécurité expérimenté, arpentait les couloirs. L'un pas calme mais assuré, ses yeux scrutant les moindres mouvements, son esprit concentré. À ses côtés, Bruno, son fidèle berger allemand, avançait silencieusement, les oreilles dressées, chaque muscle prêt à l'action. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Et pourtant, au détour d'un terminal, tout bascula. Bruno s'arrêta, net. Ses pattes s'enracinèrent dans le sol, son regard se figea. François sentit la tension immédiate. Bruno ne faisait jamais ça sans raison. Devant eux, une femme enceinte, le visage partiellement caché par de grandes lunettes de soleil. L'air fatigué portait plusieurs sacs à bout de bras. C'était une image banale, trop banale peut-être, mais Bruno grogna, puis il aboya. Le son de ses aboiements déchira l'espace comme une sirène d'alerte. Les passants s'arrêtèrent, étonnés. François resserra sa prise sur la laisse, jetant un regard circulaire, essayant de comprendre ce que son partenaire avait perçu. Mais Bruno insistait, tirait, haletait, ses crocs découverts, comme s'il pressentait une menace invisible. La femme recula d'un pas, sa voix tremblante s'éleva. « Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait. » François, le cœur battant, sentit l'adrénaline monter. 5 années de service à Orly, et jamais Bruno n'avait réagi de cette manière. Il s'approcha lentement, le regard rivé sur la femme, les sens en alerte maximale. « Madame, je vais devoir vérifier vos sacs », déclara-t-il d'une voix calme mais ferme. Le silence retomba. Seuls les aboiements de Bruno résonnaient, encore dans les murs de verre, et dans l'air tendu, quelque chose, il le savait, venait de commencer. François n'avait plus aucun doute. Bruno sentait quelque chose que les yeux humains ne pouvaient déceler. Le comportement du chien, d'ordinaire si méthodique, était devenu frénétique. Il tirait sur sa laisse avec une force inhabituelle, grognait profondément, les poils de son échine hérissés comme s'il se tenait face à un prédateur. La femme, elle, devenait de plus en plus nerveuse. Son visage pâlissait à vue d'œil, ses mains se crispaient sur les poignets de ses sacs, et malgré ses protestations, ses gestes trahissaient une peur bien plus ancienne que celle d'un simple contrôle de sécurité. François s'approcha d'un pas, jetant un rapide regard vers sa collègue Hélène Marchand qui venait de le rejoindre. Elle capta l'intensité de la scène en un instant et posa une main ferme sur son épaule. « Il a flairé quelque chose ?» demanda-t-elle à voix basse. François hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur la femme. L'agitation montait doucement dans le terminal. Les passants ralentissaient leur marche, certains s'arrêtaient carrément pour observer. Le silence s'épaississait autour d'eux, suspendu aux aboiements de Bruno et à l'immobilité tendue de la femme. François respira profondément. Il devait agir vite, sans brusquer la situation, mais sans rien négliger. Il tendit la main vers un des sacs. Et c'est là que tout bascula. Dans un geste aussi rapide que désespéré, la femme fit volte-face et se mit à courir. « Stop !» hurla François en attrapant sa radio. Bruno, libéré, bondit vers l'avant et prêt à intercepter. 2 autres agents postés plus loin s'interposèrent et bloquèrent la fuite. La femme trébucha, ses sacs tombèrent lourdement au sol, une des coutures craqua.
François se pencha instinctivement et vit, entre les vêtements froissés, un éclat métallique luisant. Son cœur se serra. Il reconnut la forme sans même avoir besoin de la manipuler. Hélène, déjà à genoux, écarta les tissus pour révéler ce qu'il redoutait, une boîte noire, compacte, munie de fils électriques emmêlés. L'air sembla se figer. Les aboiements de Bruno résonnaient encore, mais désormais, il n'était plus seul à porter l'alerte. François sentit son sang se glacer. Il saisit sa radio, le souffle court. « Contrôle, ici l'agent Leroy. Nous avons un engin suspect. Je répète, engin suspect, section de sécurité 4. » La panique s'empara du terminal comme une vague. Soudaine, les cris fusèrent. Les voyageurs, d'abord spectateurs curieux, se transformèrent en une foule effrayée, courant dans toutes les directions. La femme, effondrée au sol, pleurait, les mains levées, son ventre se soulevant sous l'effet de la panique. Hélène resta vigilante, une main sur son arme, l'autre tendue vers elle, cherchant à comprendre sans baisser la garde. François, lui, reculait lentement, les yeux fixés sur la boîte. Une question tournait en boucle dans son esprit. Pourquoi? Une femme enceinte transporterait-elle un engin aussi dangereux? Et surtout, qui l'aurait poussée à le faire? Tandis que les haut-parleurs déclenchaient l'évacuation d'urgence, un doute de plus en plus glaçant s'installait dans l'esprit de François. Ce qu'il venait de découvrir n'était peut-être que la première couche d'un piège bien plus vaste. Le vacarme du terminal s'éloignait peu à peu, étouffé par l'écho assourdissant de ce que François venait de voir. Hélène, accroupie devant la boîte, écartait prudemment les derniers tissus dissimulant le cœur de ce dispositif. Aucun câble rouge, aucune minuterie clignotante, pas d'explosif identifiable. À la place, soigneusement rangées dans des compartiments de mousse, se trouvaient plusieurs fioles en verre transparent, remplies d'un liquide clair, presque huileux, dont la consistance vibrait à la lumière comme une menace silencieuse. Sur chacune, de petites étiquettes imprimées en anglais et en russe, aux lettres minuscules et précises. Hélène fronça les sourcils et lut à voix haute, à peine audible, « Propriété du laboratoire biologique de Novosibirsk ». Le sang de François se glaça dans ses veines. Ce n'était pas une bombe. C'était quelque chose de pire. Il se redressa brusquement, attrapa sa radio et parla d'une voix tendue. Ici, l'agent Leroy, menace biologique potentielle détectée. Intervention NRBC requise immédiatement. Le mot était lâché, et avec lui l'idée que ce qui se passait à Orly dépassait de loin les scénarios d'attaque classiques. La panique s'intensifia autour d'eux, des cris, des pleurs, des ordres hurlés par les haut-parleurs. Les passagers fuyaient en masse, laissant derrière eux valises, poussettes, manteaux et souvenirs. François regarda autour de lui. Le sol du terminal était devenu une scène de chaos, et au milieu de cette tempête humaine, la femme enceinte restait à genoux, immobile, son visage ravagé par les larmes. Hélène s'approcha d'elle, gardant une distance prudente. « Expliquez-vous, maintenant. » La voix de la policière était ferme mais pas brutale. Elle cherchait encore la faille entre culpabilité et innocence. La femme leva lentement les mains, ses doigts tremblants comme des feuilles. Sa voix n'était plus qu'un souffle brisé. « Ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas une arme, c'est un antidote. » Les mots flottèrent un instant dans l'air comme suspendus, incompréhensibles dans leur absurdité, apparente. Un antidote? Contre quoi? Pour qui? François échangea un regard rapide avec Hélène, l'esprit déjà en alerte, cherchant à reconstruire un puzzle dont il ne possédait que les bords. Mais avant qu'il ne puisse poser plus de questions, un bruit métallique retentit derrière eux. François se retourna instinctivement et aperçut une silhouette sombre disparaître par une sortie de service, à l'extrémité du terminal. Quelqu'un d'autre était là depuis le début. Un témoin? Un complice? Peut-être même le véritable cerveau derrière cette opération. François n'hésita pas. Il lança un ordre bref à Bruno. « Cherche !» Le berger allemand bondit, ses muscles tendus, guidés par un instinct devenu vital. François le suivit sans réfléchir, son cœur battant à tout rompre, laissant
Derrière lui, la femme, les fioles et la vérité partielle, qui ne demandait qu'à se révéler dans les couloirs les plus sombres de l'aéroport. Les pas de François résonnaient dans les couloirs déserts de service, sa respiration haletante se mêlant au martèlement régulier des pattes de Bruno sur le sol carrelé. L'écho des bruits de fuite résonnait devant eux, guidant leur course à travers un labyrinthe de portes battantes et de couloirs étroits, loin du tumulte du terminal principal. L'ancien espace technique qu'ils atteignirent semblait abandonné depuis des années. Des câbles pendaient du plafond. Des néons vacillants jetaient une lumière blafarde sur les murs souillés de poussière. Et pourtant, au centre de cette pièce oubliée se tenait l'homme encapuchonné, grand, mince, vêtu de noir, le visage dissimulé derrière un masque chirurgical. Il semblait les attendre. François s'arrêta net, l'arme déjà levée. Bruno, en position d'attaque, grognait sourdement. L'homme leva lentement les mains, non pas par peur, mais avec une lenteur presque théâtrale. Son regard, glacial, se planta dans celui de l'agent. Il n'y avait ni panique ni surprise dans ses yeux, seulement une étrange certitude. « Vous ne comprenez rien, agent Leroy », dit-il d'une voix grave, presque posée. « Ce que vous avez vu là-bas, ce n'est qu'un pion sur un échiquier bien plus vaste. » Les mots tombèrent dans le silence, comme des pierres dans un puits. François ne répondit pas immédiatement. Il ne cligna même pas des yeux. Il tenait cet homme en joue, mais une peur diffuse s'insinuait dans ses pensées. Il n'avait jamais été formé pour affronter ce genre d'adversaire. Quelqu'un qui semblait savoir tout depuis le début. « Qui êtes-vous » demanda-t-il finalement, la voix tendue. L'homme esquissa un sourire derrière son masque. « On vous observe depuis longtemps, vous et votre chien. Cette femme n'était qu'un message. Le véritable colis est déjà ailleurs. » Le cœur de François manqua un battement. Il fit un pas en avant, prêt à se rapprocher, à exiger des réponses. Mais l'homme recula et sortit de sa veste un petit appareil noir, une télécommande au bord lisse, à peine plus grande qu'un briquet. Bruno se remit à grogner, ses muscles tendus comme des cordes prêtes à rompre. « Ne faites pas ça !» lança François d'une voix tranchante. « Vous ne sortirez pas d'ici vivant. » L'homme ne broncha pas. « Je ne suis pas venu pour fuir, je suis venu pour vous prévenir. » Ce n'était qu'un avertissement. Et dans un éclair, il appuya sur le bouton. François se jeta au sol par réflexe, Bruno aboyant à s'en rompre les cordes vocales. Mais aucune explosion ne retentit. À la place, une lumière pâle vacilla dans les plafonniers, et une alarme silencieuse s'activa, presque imperceptible. Puis la voix paniquée de Hélène grésilla dans la radio de François. « François, quelque chose se passe avec la femme. Elle fait une crise, son état s'aggrave. » Il se releva d'un bond, partagé entre l'homme encore debout devant, lui et l'urgence absolue qui venait d'éclater dans le terminal. Il n'avait plus le choix. Il courut. Chaque seconde, désormais, était une lutte contre la mort et contre les ombres qui tiraient les ficelles de cette nuit sans fin. Le souffle court, le cœur battant à s'en briser la poitrine, François sprintait à travers les couloirs comme un homme possédé, avec Bruno courant à ses côtés, chaque foulée résonnant comme le tic-tac d'un compte à rebours invisible. Les cris, les alarmes, les ordres résonnaient à travers le terminal plongé dans une cacophonie d'urgence. Il franchit la dernière porte battante et aperçut aussitôt Hélène, agenouillée au sol, penchée sur le corps inerte de la femme, enceinte. Son teint était d'un gris cadavérique, ses lèvres bleuies, ses yeux mi-clos oscillant entre la conscience et l'abandon. Hélène leva la tête, les yeux emplis de panique. « Elle ne tiendra plus longtemps !» cria-t-elle. Il n'y avait pas de temps à perdre. François vit aussitôt les signes, respiration saccadée, pouls faibles, sueur froide. La femme était en train de s'effondrer, lentement, sûrement, comme si son corps cédait sous le poids d'un poison silencieux. Ses yeux se posèrent sur la boîte ouverte, toujours posée au sol, les fioles scintillant faiblement sous la lumière tremblante du terminal. L'antidote. Tout s'éclaira. Elle ne portait pas l'arme, elle était la cible, ou pire, la clé d'un plan dont elle ne connaissait même pas tous les contours. Sans réfléchir, François bondit vers
Un poste de premier secours à quelques mètres attrapa une seringue stérile, puis revint en courant. Il saisit l'une des fioles, la perça d'un geste ferme, expulsa l'air et injecta l'antidote dans le bras de la femme. Autour d'eux, le silence s'épaississait. Bruno gémit doucement, ses yeux fixés sur elle comme s'il priait à sa manière. François retint son souffle. Les secondes s'étiraient, insupportables. Puis, comme un miracle, le corps de la femme se contracta brusquement. Elle inspira violemment, son torse se souleva, un souffle rauque s'échappa de sa gorge. Elle respirait, elle était en vie. Hélène ferma les yeux un instant, épuisée. Des agents accoururent avec une civière, des secouristes prirent le relais. La femme, encore faible, murmura entre deux sanglots. « Merci, vous m'avez sauvé. » François, encore à genoux, serra la main qu'elle lui tendait, bouleversé. Mais alors qu'il reprenait à peine ses esprits, sa radio grésilla une nouvelle fois. Une voix tendue résonna dans son oreille. « Le roi, l'homme masqué a disparu. On a fouillé toute la zone. Il s'est évaporé. » François se retourna, les yeux rivés vers le couloir qu'il avait quitté quelques minutes plus tôt. Vide. Aucun signe du mystérieux inconnu. Un frisson le parcourut. Il comprit alors que ce qu'il venait d'affronter n'était qu'une fraction d'un plan plus vaste, un premier avertissement. Et quelque part, dans l'ombre, quelqu'un observait encore, peut-être plus près qu'il ne l'imaginait. Il posa la main sur la tête de Bruno, le regard perdu vers la porte par laquelle tout avait commencé. Une chose était certaine. Cette nuit, ils avaient sauvé une vie. Mais la véritable bataille, elle, ne faisait que commencer.